Quand on parle de cadre rituel, généralement la première réaction, c'est souvent une expression de refus. En tout cas, c'est toujours vécu comme un empêchement de sa liberté. C'est d'autant plus paradoxal que le cadre, par l'autorité qu'il va exercer, va être justement celui qui autorise l'expérience. Si nous prenons une expérience de laboratoire, c'est parce que justement il y a un cadre d'expérimentation que cela va autoriser l'expérience et donner sens à l'expérience. Quand il s'agit de cadre rituel, qui fait la part belle à la subjectivité, finalement, il est étonnant de constater que justement la subjectivité aurait tendance à vouloir se passer d'un cadre, alors qu'elle est justement le lieu où le cadre va lui permettre de se connaître. Une précision cependant est nécessaire, c'est que souvent quand on parle d'autorité, on confond le mot autorité avec le mot autoritarisme. L'autoritarisme, c'est un rapport de force, il est condamnable. Si un autoritarisme s'inscrit entre un patient et son thérapeute, il est très important de le dénoncer. Néanmoins, il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'autant l'autoritarisme est à dénoncer, autant l'autorité est nécessaire. Parce que l'autorité est au contraire ce qui va autoriser. Ce qui va autoriser une parole du thérapeute, ce qui va autoriser de vivre certaines expériences, ce qui va permettre de bien interpréter, de bien décoder ce qui s'y vit. De façon simple, on va dire qu'un cadre rituel, c'est un opérateur de rencontre. C'est ce qui va favoriser une rencontre. Si nous prenons un cadre liturgique, l'opération de rencontre, c'est une opération de rencontre avec Dieu. Si nous prenons un cadre rituel chamanique, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en contact avec les éléments de la nature. Et si nous prenons un cadre rituel thérapeutique, eh ben, c'est ce qui va nous mettre au contact de notre inconscient. Alors qu'est-ce que nous remarquons dans ces trois cas? C'est que comme dans tout cadre rituel, il y a des constantes. D'abord, c'est un lieu où on rentre et on sort. C'est pas un lieu qui a tendance, où on a vocation à demeurer. C'est pour ça qu'on parle de seuil dans un cadre rituel. On y rentre et par une cérémonie, et on en sort par une cérémonie. Si vous prenez un cadre liturgique dans une église, eh ben, je veux dire, on va arriver, on va se signer. Il va y avoir des chants qui vont permettre de témoigner de cette rentrée dans la messe, dans la liturgie, et à la fin, il y a cet envoi en mission qui signale que l'on sort du cadre rituel. Dans un cadre chamanique, c'est pareil, il y a des sopladas, c'est-à-dire un rituel qui peut être fait avec le tabac, qui va ouvrir des directions, qui témoigne que l'on va travailler dans ce monde-là, et à la fin, on va fermer ce cadre rituel avec les mêmes éléments. Si nous prenons un cadre thérapeutique, eh ben, il en est un petit peu de même. Il va y avoir une entrée en matière avec le patient, il va se passer des choses pendant la séance qui doivent rester dans cette confidentialité. Et lorsqu'on va sortir de la séance, il est bien évident que cette confidentialité doit demeurer dans le cadre de la séance. Finalement, un cadre rituel, c'est un peu comme un four, je dirais, on doit y rentrer pour y cuire. Mais si on y reste trop longtemps, le danger c'est d'y griller, mais si on n'y reste pas suffisamment longtemps, le danger c'est d'en sortir comme pâte cuite. Il y a un temps, pareil, dans un cadre rituel. C'est le premier élément, c'est la notion finalement d'un espace à part, un espace sacré, car c'est l'étymologie du mot sacré, ça veut dire à part. Finalement, c'est le lieu où nous travaillons avec l'invisible. Dieu est invisible, les forces de la nature nous sont invisibles, l'inconscient nous est invisible, et il va falloir donc qu'à travers ce cadre, certains éléments soient posés, soient mis, pour nous donner accès à cet invisible, une façon de vivre cette opération de rencontre justement avec ce qui ne nous est pas visible. D'où la nécessité d'un cadre qui va préparer à cette rencontre, qui va permettre une interprétation de cette rencontre, qui va permettre de symboliser tous ces éléments qui vont être vécus à travers ce cadre. Alors qu'est-ce qui se passe quand nous naviguons dans notre inconscient? À la fois c'est le lieu de notre mémoire, de notre biographie, et plus loin de notre mémoire transgénérationnelle, et encore plus loin de notre mémoire archaïque, ce qu'on appelle l'inconscient collectif.
Et en même temps, c'est le lieu de nos aspirations, de notre potentiel finalement, le lieu où nous thésaurisons tout ce qui est notre potentiel. Et dans la langue des oiseaux, notre potentiel, c'est encore notre pote qui est dans le ciel et qu'il va falloir finalement incarner, qu'il va falloir réaliser. Alors qu'est-ce qui se passe finalement quand nous naviguons dans cet inconscient? Nous naviguons sur 3 temps, à la fois le temps du passé, qui est le lieu de notre mémoire, de notre origine, celui où nous allons revisiter nos événements. Il est le lieu où nous évaluons un petit peu ce que nous vivons dans notre présent. Et puis il est le lieu aussi où nous nous projetons, où nous avons des aspirations, des désirs qui nous poussent à nous imaginer dans un temps futur. Il est le lieu finalement d'une navigation permanente entre ce passé, ce présent et ce futur. C'est pour ça qu'on peut qualifier finalement notre inconscient d'un espace-temps. Parce que nous naviguons dans différents espaces-temps. Et pour pouvoir naviguer dans différents espaces-temps, c'est un peu comme celui qui roule sur l'autoroute. Imaginez s'il avait tout le temps les yeux fixés sur son rétroviseur, tout le temps sur le passé, je dirais, il risque de se prendre la voiture de devant. Ou quelqu'un qui regarderait toujours devant et qui ne verrait pas ce qui se passe derrière, il risquerait de se faire emboutir ou de déboîter et de se prendre une autre voiture qui arriverait par derrière. Pour pouvoir naviguer dans ces espaces, il va falloir finalement donner du sens, c'est redonner, dans tous les sens du terme, une direction, une signification et une nouvelle sensation à ce que je vis. Sinon, je reste prisonnier de sensations qui sont totalement chaotiques et qui sont insensées dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elles tournent en rond, elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas de direction, et elles constituent donc le lieu d'un enfermement. Et cet enfermement, comme son nom l'indique, c'est le lieu où l'enfer me ment. Et pour sortir de cet enfermement, la tentation de ma subjectivité, c'est de me créer un nouveau paradis. Mais ce paradis, tant qu'il n'est pas le réel, est un paradis artificiel. Il devient un lieu refuge qui finit par devenir une prison parce qu'il est le lieu qui m'extrait du réel, au lieu de me permettre d'intégrer de nouveau cette nouvelle réalité. Et un cadre rituel va être le lieu d'une autorité, ou j'ai presque envie de dire d'une altérité, parce qu'il est le lieu qui me met tout le temps en confrontation avec ce réel. Il est le lieu qui m'empêche de tourner en rond dans cette subjectivité qui prétendrait créer mon petit monde, qui refuserait finalement cette reliance, car c'est ça l'opérateur de rencontre, cette reliance au tout autre. Pour un croyant, le tout autre c'est Dieu. Pour un chaman, le tout autre, ça va être les forces de la nature. Et pour quelqu'un, finalement, qui est en quête de soi, son tout autre va être ce dépassement avec tout ce qu'il va percevoir dans son inconscient. Nous allons potentiellement pouvoir rejouer des événements, et ça serait totalement stérile si ces événements, on ne faisait que les répéter. Rejouer un événement traumatique est totalement stérile, voire dangereux. Ça n'a de sens que parce qu'à un moment donné, je vais pouvoir y vivre un rejeu. C'est-à-dire que autant l'événement il appartient au passé et que je ne pourrai pas le changer, autant le retentissement qu'il a eu sur moi, celui-là c'est le lieu d'une possibilité de rejeu, de rebondissement. Il va falloir finalement que je rebondisse là où l'événement m'a mis à terre. Revisiter notre inconscience n'a de sens que parce que nous allons relire nos événements afin de les relier ou de les délier, relier ce qui a besoin d'être relié ou délier ce qui a besoin d'être délié. Et cette relecture, cette façon de lire nos événements, c'est ce qui va nous sortir de notre délire. C'est-à-dire de l'endroit où ces événements n'ont pas pu se relier entre eux, où ils sont restés de la mémoire morcelée, où ils sont restés des événements sans cohérence qui continuent de fonctionner comme des parasites parce qu'ils n'ont pas pu trouver leur cohérence entre eux. On ne peut pas replonger, on ne peut pas régresser dans ces événements, on ne peut pas aller dans toutes ces aspirations sans avoir ce cadre qui autorise par son autorité, parce que justement ce n'est pas sans danger que de revisiter cet espace-temps. On doit toujours y être autorisé. On ne doit pas revenir en arrière. On ne peut pas se projeter dans un futur. On ne peut le faire que protégé par un cadre qui va donner du sens, qui va donner une autorisation pour bien lire ces événements. Si je refuse ce cadre, le danger c'est d'être dans une forme de délire
une interprétation tellement subjective qui ne ferait pas référence à l'altérité, qui ne ferait pas référence au réel, qu'elle pourrait me plonger dans un grand délire. Et l'on voit souvent ça dans des gens qui vivent des états modifiés de conscience, qui vont toucher des archétypes ou des choses, des mémoires, des gens qui font un travail soi-disant sur les vies antérieures et qui vont aller chercher des vies au XVe siècle et qui interprètent tous leurs événements du présent à travers cet événement du XVe siècle. Ça peut être le lieu d'une bonne lecture, mais aussi d'un extrême délire. Il va falloir être très vigilant à ce moment-là, que le cadre protège pour ne pas tomber dans une sorte de surenchère qui tendrait à pouvoir expliquer tous les événements du présent à travers des événements du XVe siècle. Si nous parlons d'opérateurs de rencontre, c'est parce que, à la base, nous sommes désormais des êtres séparés. À partir du moment où nous avons été mis au monde, à partir du moment où je prends conscience, j'ai une conscience de moi-même, cette conscience de moi-même, c'est ce qui me coupe de l'autre. Et l'opérateur de rencontre, c'est ce qui va faire que cette conscience, cette subjectivité, cette réflexion sur moi-même ne soit plus le lieu d'une coupure avec mon environnement, le lieu où je suis coupable parce que je suis coupé de mon environnement, mais que cette réflexion puisse être le lieu, au contraire, d'un rejeu d'une relation, d'une opération de rencontre, comme son nom l'indique. Si je n'ai pas ce cadre qui vient finalement créer une ouverture, le danger c'est d'être comme Narcisse qui se regarde dans le miroir et qui finit par se perdre dans sa propre image, qui n'entend pas la muse écho qui l'appelle et qui l'invite à détourner la tête pour pouvoir s'enrichir d'autre chose. Un cadre rituel, c'est un amplificateur qui agit un peu comme cette muse écho, qui va me permettre d'avoir un autre écho en moi, qui va me permettre d'élargir, de vivre un dépassement qui n'existerait pas si ce cadre n'était pas là pour me rappeler à sortir de moi-même.